Je viens de passer une entrevue super avec Félix Zoning, qui est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et qui crée des ponts avec le Québec, le Canada et l'Afrique. Une personne que vous allez voir qui co-crée, qui travaille ensemble, qui est en mode comment je peux créer des ponts pour pouvoir non seulement faire avancer une organisation, un pays, mais aussi faire avancer au niveau sociétal, économique, écologique. Il prend et il élève tout le monde, une personne à la fois, mais ensemble. J'ai hâte que vous l'entendiez. Prenez des notes. N'écoutez pas juste pour écouter. Vous allez être inspirés. Je vous laisse avec Félix Zoning. Félix, un bonheur de te recevoir ce matin. Ah oui, moi aussi, ça me fait plaisir de te retrouver. Donc, ça faisait quand même assez longtemps. Donc, je suis bien heureux d'être là, de pouvoir discuter avec toi, interagir sur un ensemble de sujets, de questions. Donc, ça me fait plaisir. Que tu ne connais pas en plus. Oui, c'est ça la beauté de la chose. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Non, exact. Comme je dis souvent, je ne sais pas dans quoi ça baigne, mais je sais que ça baigne. Et puis ça va être parfait. Tu sais, on s'est rencontrés à un réseautage. On n'a pas eu l'occasion de collaborer encore, mais ça va s'en venir. C'est la première collaboration qu'on fait ce matin. Ça approche beaucoup. Ça approche beaucoup. Puis il y en a d'autres là. On s'est déjà parlé. Puis j'ai très hâte de pouvoir faire ces prochaines collaborations. Quand on lit ton parcours, quand on lit ton LinkedIn, quand je te suis sur les réseaux, tu es partout. Tu crées le pont entre le Québec, l'Afrique. Tu es aussi professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Tu portes énormément de chapeaux. Tu es un homme engagé, ancré aux multiples facettes, comme j'aime t'appeler. C'est quoi la trame qui est invisible, qu'on ne sait pas forcément, nous, en tant qu'auditeurs ou lecteurs de tout ce que tu fais, qui te motive, qui drive Félix intérieur, là, l'humain? C'est quoi qui te drive? C'est quoi qui te motive? Alors, moi, je me considère souvent, je dis souvent que je suis un solitaire entouré. Donc, ça fait que, oui, globalement, je suis quelqu'un, ça paraît pas beaucoup. On va me voir parler, je dis des choses et tout, mais quand je me regarde, quand je fais ma propre psychanalyse, j'ai le sentiment profond d'être quelqu'un de minimalement introverti. Et peut-être même parfois je me demande s'il n'y a pas un brin de timidité dans le profil qui est le mien, indépendamment de ce qui peut être divisible. Donc oui, je suis une personne qui va avoir ce sentiment qui va avoir toujours une perspective à la fois de repli, d'observation, de scruter, regarder avant de s'exprimer, avant de prendre attache et autres. Donc, ce qui fait que, oui, très souvent, je pense avoir cette capacité à donner une certaine image, pas nécessairement une fausse image, mais donner peut-être une image qui peut être conforme, mais peut-être au fond, très profondément, dont j'ai le sentiment d'être quelqu'un qui va avoir un certain niveau d'introversion. Et quelque part aussi, c'est cet équilibre, parce que je sens quelqu'un de trop extraverti, il a besoin de revenir à lui, puis quelqu'un de trop introverti a besoin d'aller aussi à l'extérieur, parfois, aller chercher son information. Fait qu'on est dans le juste équilibre. Peut-être que tu as trouvé ton juste équilibre aussi de quand revenir à l'intérieur et quand être à l'extérieur. Parfois, je me demande même si c'est pas, bon, je vais pas dire la vieillesse, mais si c'est pas en prenant de l'âge, en s'agissant que... En étant jeune plus longtemps. Voilà. On arrive à... Parce que je me souviens quand même, il y a peut-être 20 ans ou bien 20, 22, 25 ans, un peu plus tôt, je me souviens que je parlais beaucoup. Je parlais beaucoup. Je parlais beaucoup. Donc, parfois, aujourd'hui, même quand je veux regarder mes enfants, parfois, je me dis, mais pourquoi ils parlent comme ça? Puis je me dis, mais oui, tiens, mais toi, peut-être que c'est comme ça que tu parlais. Parfois, je les observe, puis je dis, mais pourquoi? Calmez-vous, c'est trop de bruit et tout. Et je vais faire ça. Et après, je vais marquer une pause. Je vais me dire, mais 20 ans avant, 22, 23 ans avant, peut-être c'était exactement ça. Et je me rends compte que oui, c'était vraiment ça. Je parlais beaucoup. Je parlais de tout, je parlais sur tout, je parlais partout. Et maintenant, aujourd'hui, quand je regarde avec le recul, je me rends compte que je parle beaucoup moins. C'est-à-dire que oui, si je suis à un événement, si je suis dans une présentation, si je suis à un endroit où je dois fournir du contenu, oui, je vais parler. Mais en dehors de ça, je me rends compte que je parle de moins en moins en dehors de ces sphères-là. Je vais, quand je suis dans des moments seuls ou alors je suis dans des milieux privés, je vais beaucoup moins parler et beaucoup plus observer, alors qu'autrefois, j'aurais été le premier à prendre la parole, à dire des choses, à parler.
Donc, c'est bizarre. C'est beau. Parfois, ça me ferait, mais j'ai le sentiment que oui, là, ça devient un autre type de personnalité, une autre perspective. Mais c'est aussi qu'on Clairement. devient aussi peut-être plus puissant aussi de parler surtout versus aujourd'hui, si je te demandais les axes ou qui te motivent et sur lesquels tu as envie réellement de prendre la parole, ce serait lesquels? Alors, globalement, bon, évidemment, je peux avoir comme personne qui a un minimum de culture, un point de vue, un avis sur un ensemble de questions. Mais c'est clair que si je veux parler avec autorité, si je veux parler avec un certain niveau de profondeur, je veux parler avec une certaine expertise, je vais choisir les sujets et puis je vais pas nécessairement vouloir m'étaler sur tout, je vais pas vouloir parler de tout sur tout, non. Si on parle des questions et puis je vais aussi parler des choses qui me tiennent à cœur, qui me Mhm. passionnent. Donc, si on parle par exemple des questions d'autonomisation économique, si on parle de questions de diversité, des questions d'inclusion, si on parle de comment est-ce qu'on devrait s'assurer qu'on réduise la fracture sociale qu'on a dans nos sociétés, ça, c'est le genre de choses qui va Mhm. m'interpeller davantage. Et évidemment, même là encore, je n'en parlerai pas dans tous les domaines de la vie publique, mais je vais peut-être regarder dans un des domaines que je maîtrise le moins mal, dans les aspects économiques. Je vais regarder sur le plan économique comment est-ce qu'on pourrait s'assurer d'avoir plus d'inclusion dans la création de richesses, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une réduction des inégalités, parce que je suis profondément persuadé que chaque fois qu'il y a des inégalités, ce n'est bon pour personne. S'il y a des gens qui sont très hauts, il y en a qui sont très bas, chaque fois qu'il y a cet écart-là, ce n'est pas bon pour ceux qui sont très bas, mais Mhm. même ceux qui sont très hauts, c'est pas bon pour eux. Donc, c'est important de réduire vraiment au minimum ces inégalités. Mhm. Donc, oui, c'est ce genre de sujet sur lesquels je vais beaucoup m'appesantir et je vais beaucoup travailler sur des questions moi aussi, je crois beaucoup, hein, moi, je sais pas si je vais dire, je suis croyant, mais en tout cas, moi, j'ai une certaine foi qui Mhm. me fait Mhm. penser que c'est important de penser au travail avant le partage. C'est important de penser à la création avant la distribution. Donc, oui, je vais beaucoup travailler sur des questions de comment est-ce qu'on les gens créent de la richesse de façon prudente, de façon durable, de façon respectable, de façon équitable. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est sur ces questions également. Donc, là, tu me vois venir dans des questions d'entrepreneuriat. Dans ça, moi, je suis passionné par des créateurs de richesse. Des gens qui sont des innovateurs, des inventeurs, des créateurs de richesse, des gens qui apportent des solutions à des défis contemporains Mhm. que nous avons. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, je vais travailler à voir comment est-ce que ces gens peuvent faire davantage, faire mieux, comment est-ce que l'environnement dans lequel ils baignent peut les aider à être davantage dynamiques, créateurs. Donc, voilà les questions qui aujourd'hui vont me passionner, les sujets qui vont Et me ça se frapper. voit, j'ai la chair de poule depuis que tu parles. Il y a une question qui me taraude et c'est clair que tu sais, quand tu parlais du creux, justement, de l'écart qui se creuse et puis on le voit, l'écart se creuser. Il y a des endroits où c'est de moins en moins, il y a des endroits où c'est beaucoup plus. Puis là, on peut parler des pays du Nord, du Sud, mais on peut parler même à Montréal à travers notre filet social aussi ici. Et économique, enfin, il y en a partout. On sait ce que les gens qui sont, on va dire, en bas perdent et ce qu'ils vivent. Ça, on en est très conscient. Mais tu disais que même ceux qui sont en haut peuvent aussi perdre. Moi, je vois le côté plus émotionnel où il y a la culpabilité qui embarque, ou des fois, pourquoi moi je gagne plus et pourquoi. Donc là, il y a de la culpabilité, il y a la manière de l'avoir reçu aussi, d'avoir réussi à être en haut. Donc si on a réussi à avoir ces éléments-là de manière équitable, humaine, sensible, etc., c'est une chose. Mais si on a marché sur les gens avec la concurrence et autres, ou en descendant quelqu'un, c'est encore d'autres choses. Mais c'est quoi les autres éléments pour quelqu'un qui est en haut et qui fait qu'il est perdant lui aussi? Ah non, ça, c'est même plus profond que ça, hein. Quand je dis que tout le monde perd, ceux qui sont en haut, c'est pas juste le sentiment, ou alors c'est pas juste le sentiment de culpabilité en se disant non, non, Mhm. non, ça va un peu plus loin que ça, dans ce sens que je veux prendre quelques exemples. Cette année, j'ai passé bonne partie du temps en Afrique du Sud, puisque j'ai pris une année sabbatique et puis c'est l'endroit où j'ai voulu aller travailler avec un ensemble de collègues sur un nombre de sujets, notamment l'entrepreneuriat, la gouvernance. Et donc, j'ai pris le temps de regarder. Bon, je connaissais un peu le pays à distance, mais j'ai pris le temps d'y être, d'observer, de voir des habitudes et autres. Si je prends cet exemple-là, c'est la première puissance du continent. C'est un pays qui n'a rien à Mhm. envier aux pays occidentaux, d'une richesse incroyable, faramineuse, au niveau des populations, au niveau des peuples, une diversité. C'est d'ailleurs le pays qu'on appelle la nation arc-en-ciel. Quand vous voyez la Exact. diversité des peuples qu'on a là-bas, c'est incroyable. Il n'y a de richesse que d'hommes. Au niveau de la nature, c'est un pays qui est béni des dieux.
Donc, que ce soit au niveau du sol ou du sous-sol, des ressources minières, des ressources naturelles, c'est incroyable. Donc, c'est un pays qui a un niveau de développement également qui est respectable. Mais le fait qu'il y ait des inégalités, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en plein cœur de Johannesburg, à Sandton, un centre financier avec des tours qui n'ont rien à envier à celles de Montréal, de Toronto, mais quand à côté, à Soweto, vous avez des gens qui vivent dans une extrême pauvreté. Donc, c'est cet écart, ce niveau d'écart-là qui fait en sorte que, évidemment, même les riches ne sont pas à l'abri parce que le taux de criminalité est incroyablement élevé. Est-ce que Mais vous quand imaginez? les gens ne mangent pas, forcément. Oui. Donc, même si vous avez acquis votre richesse d'une manière raisonnable, je pense qu'un bon nombre l'ont acquis de façon tout à fait louable, équitable et tout. Mais quand vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui vont vivre avec moins d'$1 par jour, ça ne fonctionne pas. Résultat, tout le monde est obligé d'avoir un barbelé autour de sa maison. Donc, vous construisez votre maison, vous mettez une haute clôture, vous mettez 3 niveaux de fil barbelé, vous mettez l'électrification, parce que tout ça, c'est électrifié. Vous mettez 20 caméras chez vous, vous mettez plusieurs portes pour arriver, même de votre salon pour votre chambre, vous mettez 2, 3 niveaux de portes dans votre couloir. Blindé. Alors, quand on est arrivé à ce niveau, est-ce qu'on vit encore correctement? Est-ce qu'on vit encore décemment? Et est-ce que c'est normal d'avoir peur de l'humain? Donc, tu vois qu'à ce niveau-là, ça devient problématique. Donc, chaque fois qu'il y aura une telle fracture, chaque fois qu'il y aura de telles inégalités, ça ne fonctionnera pas. Je prends d'autres exemples. On a souvent parlé des pays avec des dictatures où, en fait, il y a peut-être une clique politique, une classe politique, un groupe, un gang, je dirais même comme ça, qui va faire un hold-up, qui va vivre des prébendes, qui va s'accaparer des richesses d'un pays et puis va laisser toute la population, ne va pas construire des écoles, ne va pas construire des hôpitaux. Donc, chaque fois que je regarde, je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Alors, il y en a certains qui vont se dire, mais c'est pas grave, de toute façon, nous avons nos moyens, on ne construit pas de classe, on ne construit pas des hôpitaux. Donc, si nos enfants veulent aller à l'université, ben on les enverra à l'étranger, on les enverra en Occident. Si nous avons besoin de nous soigner, on prendra l'avion, on ira, on prendra un avion médicalisé qui va nous amener en évacuation sanitaire et autres. Je dis, ben, ça ne règle pas tout. Ils ne pensent qu'à eux, c'est ça. Et il y a eu des exemples qui le montrent, ça marche pas. Je donne un exemple. J'ai vu des cas spécifiques où vous avez effectivement un dignitaire du régime qui est là, très riche, qui a beaucoup d'argent et tout, mais qui fait un AVC. Quand vous avez un AVC, tout dépend des 3 prochaines heures. Si dans les 3 prochaines heures, vous n'êtes pas dans un hôpital où on vous stabilise et tout, vous pouvez avoir des séquelles. Alors donc, quand tu as dans ce pays-là ce type d'AVC-là, même si tu as des moyens d'avoir une évacuation sanitaire, il faut d'abord que tu sois stabilisé. Mais comme on n'a pas construit d'hôpital de qualité autour, ben, ton avion arrivera trop tard. Tu seras mort. Alors, donc voilà autant d'exemples qui se multiplient et qui bizarrement ne font pas comprendre aux gens que vous devez vous arranger à avoir un minimum pour tout le monde. Qu'on devrait s'assurer d'avoir de l'eau potable pour tout le monde plutôt que d'avoir du champagne pour quelques-uns. C'était tellement clair. Et si on revenait, parce que tu fais le pont beaucoup Québec, Afrique, ici, ce même type d'exemple, il y en a ici. Totalement. Est-ce que tu en aurais qui pourrait montrer aussi que même ici, enfin moi j'en ai un avec la COVID où j'ai vu actuellement, je vois les nouveaux pauvres qui sont dans la rue, qui sont descendus dans la rue pendant la COVID, ils sont encore en train de mendier aujourd'hui sur les mêmes rues que je croise. Des gens qui n'ont pas réussi à se retrouver, à se replacer. C'est des gens qui ne sont pas dans la criminalité. Mais ça augmente la pauvreté, ça augmente. Bien sûr, et puis même également au niveau de le visage même de notre ville va être différent. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui sont sans abri, plus il y a des gens qui ont des besoins primaires qui ne sont pas assouvis, on va se plaindre de ce que telle ville, j'imagine toi et moi, on entend tout le temps de dire telle rue il y a trop de sans-abri, telle rue il y a trop de drogués et tout. Mais tant aussi longtemps qu'il y aura des gens qui auront des besoins primaires, élémentaires, qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas assouvis, on va vivre collectivement avec ça. Alors, quand ils se retrouvent sur des grandes artères, de plus en plus j'entends parler du métro, où on nous dit que le métro, c'est devenu très compliqué et qu'on ne se sent pas en sécurité. Alors, on s'entend que là-dessus, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, donc ça devient une affaire collective. Donc, c'est pour ça que moi, je suis persuadé que la force d'un groupe est la force du maillon le plus faible. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes dans une famille, dans un groupe, arrangez-vous pour que tout le monde ait le minimum. Arrangez-vous pour faire en sorte que tout le monde monte. Parce que si vous montez seul et vous laissez les autres en bas, votre vrai niveau, c'est le niveau de ceux qui sont en bas. Parce que tant qu'ils sont en bas, leurs problèmes deviendront tôt ou tard vos problèmes.
Alors que s'ils étaient montés, s'ils avaient eu un minimum de subsistance qui fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de vous déranger tout le temps, mais en ce moment-là, vous pourriez avancer vers d'autres choses. Et on le voit dans tous les domaines. Si on a des gens qui ne sont pas, qui ne mangent pas à leur faim, qui ont des problèmes de maladie et tout ça, ça va finir par peser sur notre système de santé. Le système de santé, c'est nous tous qui le payons collectivement avec nos impôts et nos taxes. Donc, on peut prendre autant d'exemples, mais dans tous les cas de figure, c'est toujours important de savoir que tant aussi longtemps qu'on aura des compatriotes, des concitoyens, des frères et sœurs qui n'auront pas un minimum, on ne sera jamais en paix. Donc, l'idée, la logique derrière, c'est de tout faire pour que chacun ait un minimum. Pas nécessairement de dire que tout le monde va être une sommité, mais tant qu'il n'y a pas un minimum pour chacun, on va avoir les mêmes problèmes tous collectivement. Et là, il y a une autre question. C'est des choses qu'on sait. Ce sont des éléments qu'on sait. Notre collègue Rémi Nsabimana, qui est extraordinaire, que j'ai eu la chance d'interviewer aussi comme journaliste actuellement à Al Jazeera, qui en fait des podcasts, qui en fait des vidéos. On le sait. Qu'est-ce qui fait? Puis on va parler quand même de nos pays et de notre continent, mais aussi ici, parce que on va parler plus précisément, plus nommément. Oui, mais dans notre continent, mais aussi ici, parce qu'il y a du gaspillage ici aussi. Il y a des choses qu'on voit. Enfin, je travaille avec des PME, je travaille avec j'ai des gens, des amis qui travaillent dans des grandes entreprises. Je vois le gaspillage qui se fait de département en département pour s'assurer d'avoir un poste demain. Mais pas ce qui est juste et bon de faire pour l'entreprise, pour la viabilité de l'entreprise qui va donner un travail sur le long terme. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire de plus parce que les gens le savent? Comment on peut éveiller la personne qui est en train de manger, qui est en train de faire, qui a vu papa, maman, qui a vu la société et les anciens faire pour dire, OK, aujourd'hui, je choisis de faire différemment. Parce que je pense qu'on est rendu là. Et c'est pour ça que, en fait, ça nous amène à se dire, est-ce qu'on va travailler pour avoir des buts communs? Parce que jusqu'ici, en fait, on a des moyens communs, mais on n'a pas des buts communs. Même, tu parlais d'une entreprise, par exemple. Parfois, dans une entreprise, on pense, parfois, c'est une erreur collective. Enfin, dans l'imagerie populaire, on pense, en fait, si les gens sont tous dans une organisation, ils ont le même objectif. Les objectifs de l'organisation. Non, non, non. L'organisation, que ce soit une entreprise, un organisme et tout, c'est un moyen commun. Chacun a ses objectifs, mais on se sert du même moyen pour y arriver. C'est un peu comme si on est dans un avion. On est dans un avion et puis il y en a un, prenons un vol par exemple Montréal-Paris. Oui, on va atterrir, mais il y en a un qui va continuer à Abidjan, un autre va continuer à Douala, un autre va rester là, un autre va prendre escale pour Dubaï et tout. Donc, en fait, on est dans le même avion, effectivement, visiblement au même endroit, mais en fait, non, chacun a son objectif. Donc, vraiment, cet avion-là, c'est un moyen commun que nous prenons. C'est la même chose pour une organisation. Alors, donc, chaque fois, tant aussi longtemps qu'en fait, on est juste dans un moyen commun sans avoir une vision commune ou un objectif commun, ça va être relativement compliqué. Donc, effectivement, pour aller dans le sens que tu évoques, c'est que aujourd'hui, si on veut être sûr que on amène tout le monde à penser à l'avenir, à penser à demain en disant, sachant que de toutes les façons, les actes qu'on pose aujourd'hui ont des répercussions demain. Est-ce que je veux m'enrichir aujourd'hui, mais d'une manière désordonnée, d'une manière vraiment pas organisée, d'une manière pas équitable, parce que ça aura des impacts sur l'avenir, à la fois sur moi et même sur toutes les autres personnes. Alors, si on arrive à comprendre qu'il y a au moins un principe de dire oui, le problème n'est pas de ne pas se développer, le problème c'est pas de ne pas s'enrichir, non, mais il faut le faire d'une manière ordonnée, en respectant notre environnement, en respectant les ressources, en respectant tous les intrants, toutes les parties prenantes. S'il y a des personnes qui ont contribué, qu'elles soient équitablement rétribuées, ainsi de suite. Une fois qu'on arrive au moins à s'accorder sur ce principe, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le développement enfin, les aspects économiques ne sont pas nécessairement contradictoires aux aspects durables. Je suis d'accord. On peut faire des choses sainement, on peut se développer sainement, on peut se développer même de façon... Et on peut s'enrichir sainement. Sainement, oui, et même beaucoup s'enrichir. Tant aussi longtemps qu'on a compris qu'en fait, pour s'enrichir, pour créer de la valeur, il y a plusieurs types de capitaux. Il y a le travail, il y a les finances, il y a le temps, il y a la nature. Alors, l'idée, c'est de rétribuer correctement chaque type de ressources, que ce soit le capital, le travail, la nature et tout ça. Donc, c'est important. Une fois que tout est rétribué correctement, dans ce cas-là, on va peut-être pas gagner de façon exponentielle dans l'immédiat, mais on va gagner de façon sûre, stable, continue. Et c'est ça
qui, de mon point de vue, est une meilleure richesse, est une meilleure création de valeur. Et pérenniser, puis au-delà de pérenniser les finances, on pérennise aussi notre crédibilité, notre confiance, notre lien avec les gens. C'est le plus important, Parce que c'est ça qui est le plus important, qui va faire que ça va durer sur le long terme. Sinon, on devient, je prends une décision, les gens sont pas contents, mais on y va quand même, mais au final, on n'arrive pas à porter les troupes au bon endroit. Et au-delà de l'organisation, maintenant, c'est pour moi, hein, des fois, ça m'arrive de terminer mes formations en disant, vous êtes un maillon qui est important dans la chaîne, vous contribuez à la valeur et à la pérennisation de votre organisation, mais votre organisation est inclue dans le PIB du Québec et le PIB du Québec du Canada et le Canada sur l'échiquier mondial. C'est pas rien. Enfin, on a l'impression que c'est oui, mais c'est pas grave, c'est la petite décision qui... Ah non, il faut voir ça comme des fourmis. Quand vous voyez tout ce qui est... Exact. Quand vous voyez ce que des fourmis peuvent faire ensemble, chaque fourmi est minuscule. Mais quand elles se mettent ensemble, il faut voir les œuvres qu'elles font. Donc, moi, oui, c'est une petite entité, c'est une petite organisation, mais c'est tout ça qui contribue au PIB à la fois du Québec, du Canada et au niveau mondial, oui. Dans ton parcours de professeur, de consultant, d'entrepreneur, avec tous les voyages que tu fais, qu'est-ce qui t'a transformé? Ça a été quoi le point de bascule qui a fait que là, tu t'es dit, là, il faut que j'adresse ça. C'est plus possible. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alors, comment je peux dire ça? Il y a un point de bascule, en fait, sur mes centres d'intérêt. À la base, en fait, j'ai une formation en comptabilité et également des diplômes en finance. Et donc, je travaille beaucoup sur ces questions-là, que ce soit dans l'enseignement, la recherche, les interventions. Mais par contre, ces 10 dernières années, j'ai recentré, j'ai réorienté un peu, j'ai envie de dire, l'épicentre de mes activités sur des questions de gouvernance et d'entrepreneuriat. Pour une raison simple. Je me suis rendu compte que si on voulait avoir un vrai impact direct dans la vie des gens, de se dire que ce que je fais a une contribution significative, visible, il était peut-être important d'aller sur des sujets qui touchent des milliers ou des millions de personnes, en tout cas qui touchent l'écrasante majorité. Je vais prendre 2 environnements. Prenons un environnement québécois-canadien. Plus de 90% de nos entreprises ici sont des PME. Donc, quand on parle même de notre PIB, de la richesse, de l'emploi, c'est le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'État. Donc, quand on regarde ça, et quand on voit les problèmes qu'ont les PME par rapport à la grande entreprise en matière de structuration, de gouvernance, de gestion, d'accès au financement, le coût du financement, et même toute la logique organisationnelle, je me suis dit, mais ça, et puis ce sont ces entreprises qui embauchent 1, 2, 3 personnes, 10 personnes, 50 personnes. C'est ça l'essentiel de notre économie. Alors, c'est important de voir comment appuyer ces entreprises à avoir plus de résilience, à ce qu'elles soient plus fortes, qu'elles soient capables de tenir davantage, parce que ce sont des entreprises qui, pour un bon nombre, dans les 3-4 premières années, ça va être un peu compliqué. Bon, au bout de la 5e année, si elles ont réussi à tenir, ça va avancer. Mais elles gardent toujours une certaine fragilité pour plusieurs raisons. Et quand on va encore dans une autre dimension, très souvent, c'est des entreprises dont l'évolution dépend beaucoup du profil de leur propriétaire ou du principal dirigeant. Puisque vraiment, c'est lui, il a créé son entreprise, parfois elle va être familiale ou non. C'est le bébé, hein. Et puis voilà, donc c'est lui qui décide si on va à gauche, on va à droite, donc vraiment il a intérêt à être éclairé, parce que s'il décide d'aller à droite alors on fonce vers le mur, alors c'est une dizaine de personnes, une dizaine de familles qui ont... Donc ce sont des entreprises qui ont une certaine fragilité à ce niveau. Donc je commençais à m'intéresser à comment est-ce qu'on pourrait davantage travailler à soutenir ces entreprises, leur donner des moyens de se développer, d'innover, de se stabiliser, d'avoir vraiment un niveau de résilience et d'innovation, capacité d'innovation. Donc, et cette gestion de croissance, parce que j'ai l'impression que c'est là où la cassure se fait et où on en perd des fois, c'est cette gestion de croissance. C'est le défi de la plupart des entreprises, et pas seulement ici, un peu partout, peut-être dans des proportions différentes, c'est le défi de plusieurs entreprises, parce que l'entreprise naît, elle fonctionne, et puis on a envie de faire grandir l'entreprise. Mais de ce que j'ai pu voir de différentes interventions, qu'elles soient ici ou sur le continent, c'est que plusieurs entrepreneurs, plusieurs chefs d'entreprise, parfois n'anticipent pas toujours que, oui, tu veux grandir, mais tu oublies qu'en fait, quand tu grandis, tu peux pas mettre les mêmes vêtements. Les vêtements que tu avais hier seront plus petits.
Donc, il faut que tu anticipes qu'il te faudra de plus grands vêtements. Et donc, parfois, on veut une croissance, on veut que l'entreprise grandisse beaucoup et on veut qu'il y ait plus de carnets de commandes, qu'il y ait plus de clients et tout ça. Mais on oublie que oui, pour satisfaire cela, il faudra plus de Injecté. ressources au niveau financier, au niveau des ressources humaines et tout. Et donc, l'un des plus gros défis, effectivement, des entreprises, à ce niveau, ça va être la gestion de la croissance. Parce que souvent, c'est quand on a déjà plus de commandes, on a déjà plus de demandes et tout, et qu'on se rend compte que, mais dis donc, là, on n'est plus capable de livrer, qu'on se met à dire, bon, là, il me faut plus de personnel. Exact. Mais parfois, c'est tard parce que, normalement, tu dois anticiper. Tu sais que j'aurai tel niveau de commande, quoi. Je veux tel niveau de commande, mais pour ça, j'aurais peut-être besoin de 2 ou 3 personnes de plus. Je commence à identifier les 2 ou 3 personnes, je commence à les recruter, les préparer à l'assaut qu'on va mener ensemble. Mais c'est quand tu es déjà débordé, tu es déjà poussé à bout, que tu te mets à recruter. Très souvent, en ce moment-là, tu recrutes mal parce que dans l'urgence, tu prends ce qui te tombe sous les bras et peut-être tu peux prendre la mauvaise personne. Et quand tu es lent, tu n'as pas le temps de bien l'intégrer. Or, il se trouve que quand tes ressources humaines augmentent significativement et que tu n'as pas le temps d'intégrer les gens, la culture d'entreprise, ceux qui viennent peuvent contaminer ceux qui étaient déjà là. Exact. Surtout si c'est de la mauvaise graine qui en. Donc là, c'est souvent le danger de beaucoup d'entreprises. C'est d'anticiper cela et puis se préparer à tous les niveaux sur le plan financier en se disant, si mes activités grandissent, ça va faire beaucoup plus de roulement et donc j'ai besoin d'avoir une certaine attention particulière sur les finances, à toi d'être plus vigilant. Mais sur le plan des ressources humaines, j'ai besoin de plus de bras et tout ça, formés et préparés avant que la situation devienne grande. Mais aussi sur le plan opérationnel même mes mécanismes de coordination, même mes systèmes d'information, mes processus, j'ai besoin de les régler. Et même le temps du dirigeant. Parce que quand tu es un dirigeant, à 5 employés, tu sais qui fait quoi, tu coordonnes et tout, mais quand tu en as 50, 60, à un moment donné, ta journée n'a que 24 heures. Donc, soit tu trouves une façon de déléguer et puis travailler sur des mécanismes de coordination, ou soit tu trouves une autre façon de suivre cela. Mais tu peux pas dire, je vais travailler exactement de la même manière. Or, dans plusieurs organisations, quand on grandit, on se retrouve face à ces enjeux-là. Et ce virage, quand il est mal pris, en fait, ça peut être le début de la chute de l'entreprise. C'est-à-dire, tu voulais grandir, le marché est là, mais sauf que comme tu n'as pas bien négocié ta gestion de croissance, tu peux te retrouver finalement en train, non pas de rester au niveau où tu étais, mais de mourir carrément comme entreprise parce que à ce moment-là, les erreurs se payent cash. Avant, quand tu avais 2, 3 transactions, tu pouvais ne pas avoir une gestion suivie de ta trésorerie. Bon, tu pouvais rattraper. Mais quand tu as des opérations tous les jours et autres, et des milliers d'opérations, à un moment donné, tu as besoin d'avoir un vrai tableau de bord qui te donne l'heure juste à tout moment pour prendre la bonne décision parce que chaque décision mal prise a un potentiel de dégâts incroyable. Et ça, c'est sans compter les événements qui peuvent arriver extra comme pandémie ou écologie, météo, etc., qui font que ça vient de mettre un coup de hache où là, on réalise pas. Et là, quand tu parles de la pandémie, justement, pendant la pandémie, il y avait un enjeu assez incroyable pour des petites, mais aussi pour des grandes entreprises, dans ce sens que il y a plusieurs grandes entreprises qui sont arrivées à un niveau d'optimisation où elles se disent, bon, quand j'ai de l'argent, vu que je connais la cadence à laquelle les flux financiers, il y a des flux monétaires qui entrent, qui sortent et tout, plusieurs entreprises arrivent à un niveau d'optimisation et se disent, je vais pas garder beaucoup d'argent, donc s'il y a des fonds, je vais les placer, ainsi de suite, donc je garde le minimum d'argent possible parce qu'il faut le fructifier au maximum. Quand ça s'entend maintenant, la pandémie arrive, ça casse des chaînes d'approvisionnement, ça chamboule un peu tous les processus. Et donc, liquidité. Parfois, on a besoin de liquidité. Donc, tu te dis, là, je fais comment parce que je m'étais déjà habitué à ne pas en garder trop et tout, parce que je savais qu'il y a une cadence des ventes qui se font maintenant. Là, tout le processus est chamboulé. Donc ça a été un gros problème. Davantage pour les plus grandes, mais les plus petites, le défi a davantage été comment transformer nos chaînes d'approvisionnement. Parce que les plus grandes, dans leur processus, se sont adaptées. Et les plus petites, comment on change nos chaînes d'approvisionnement, ça, c'est complexe. Et si je prends le cas, puisque tu veux qu'on parle du continent, des pays africains où, en fait, plus de 90-95% de l'économie est dans l'informel. Donc, parfois, ce sont des agents économiques, des entrepreneurs, dont 75% de leurs revenus dépendent des interactions physiques qu'ils ont avec leur clientèle. Alors, donc, quand on dit aux gens qu'il faut faire du confinement, il faut faire du télétravail, mais ça, c'est pas une réalité qui fonctionne pour eux. Parce que eux, oui, la personne qui vend sa bouteille d'eau glacée à la voiture directe. Donc, vraiment, plus de 75% des revenus, ça dépend vraiment d'une interaction physique. Alors, dès qu'il y a ces barrières-là. Après, ils n'étaient pas très confinés. Non, c'est pour ça que ça n'a pas tenu longtemps. Le confinement a tenu maximum 1 semaine. Et puis après, les gens se sont dit, écoutez, soit on reste confiné et
et on a une mort certaine parce qu'on n'a pas de revenus, ben oui. soit on sort et on a peut-être la chance d'attraper le Covid. Bon, c'est une probabilité, mais c'est pas certain. On peut avoir la chance de ne pas l'attraper, mais au moins, donc ils se sont dit, donc, alors face à une mort hypothétique d'attraper le Covid en sortant, ou alors une mort certaine de rester à la maison, de ne pas avoir de revenus, ben, ils sont sortis. Le choix est clair. Ils sont sortis. Ça prend une certaine dose de vulnérabilité, de se poser les bonnes questions, les vraies questions, de faire ces changements-là en tant que dirigeant, de regarder ce qui a été fait jusqu'à présent, que ce soit dans nos pays et ici aussi dans les manières de gérer, de dire je vais choisir l'humain, je vais choisir le bien collectif, je vais choisir la vision d'être, le collectif, le but commun pour élever nos organisations, élever notre communauté, nos communautés. Selon toi, cette vulnérabilité-là, elle est perçue comment encore aujourd'hui? La vulnérabilité au niveau de nos communautés ou bien? Mais juste nous, déjà, en tant que dirigeants, c'est de pouvoir dire, aujourd'hui, t'es venu, tu as tout livré, c'est toi que t'as livré, sans cacher qui tu es. Pour moi, c'est cette vulnérabilité-là, je pense que ça prend demain matin pour pouvoir inspirer nos jeunes, mais aussi inspirer les gens dans nos organisations, peu importe soit politique ou économique, social, d'oser dire où est-ce que l'on est, d'oser parler de ce que l'on vit, d'oser parler de notre vision, de nos rêves. Ça prend énormément de courage, de force. Comment, selon toi, ici déjà au Québec, mais aussi dans notre continent, comment cette vulnérabilité-là, elle est utilisée et comment elle est perçue? Je pense qu'elle peut être utile si elle est le signe d'une certaine authenticité. Parce que le peu d'expérience que j'ai de la vie m'a montré que si on fait des choses avec authenticité, parfois, évidemment, on peut avoir le sentiment qu'on montre des faiblesses, qu'on se montre qu'on montre des failles, qu'on montre notre talon d'Achille. Mais moi, je pense que faire des choses avec authenticité, c'est important. Ça peut donner ce signal-là, mais je pense que c'est cette authenticité qui peut davantage apporter de l'impact. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on peut faire 10 000 choses, mais c'est important de le faire. Moi, je pense que c'est important de faire des choses avec conviction. C'est important de se dire, dans tout ce que je fais, il faut un minimum de valeur qui guide. Et puis, quel est l'impact que je vais avoir? Si on fait des choses sans se dire, la somme des actions que je fais, c'est pour avoir un impact final, j'ai l'impression que ça peut être de l'énergie papier. Moi, je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, je m'efforce de ne pas juste travailler beaucoup, je m'efforce de travailler mieux. Et dans le travailler mieux, c'est pas juste la charge de travail, c'est pas juste l'effort qu'on met, mais c'est aussi quel est le but ultime de tout ça, quel est l'impact ultime. Oui, ici, ça requiert de procéder avec une certaine authenticité qui peut vous donner le signal d'une certaine vulnérabilité. Il n'y a pas de problème de mon point de vue, c'est ce qui va, en bout de ligne, avoir même un vrai impact parce que ça sera vrai, ça sera sincère. Alors, quel est, de mon point de vue, aujourd'hui, l'impact qu'on va avoir? Moi, je fais les choses relativement simplement. Je me suis dit, dans toute action que je vais mener, qu'est-ce que je veux atteindre comme but? Pas juste pour moi. Socialement, quelle est la marque qu'on veut laisser? De telle manière qu'on puisse se dire, oui, tout ça, quand même, ça a servi à quelque chose. Je me suis mis, je l'évoquais tout à l'heure, je me suis mis à travailler sur aujourd'hui, je travaille beaucoup sur l'efficacité des stratégies d'accompagnement entrepreneurial. Parce que je me suis rendu compte que nous avons des écosystèmes entrepreneuriaux qui ont des façons de faire. Et ces façons de faire-là, de bonne foi, telles qu'elles ont été établies, parfois peuvent qui peuvent amplifier certaines différences, peuvent amplifier certaines inégalités. Pas nécessairement parce que des gens ont pensé à créer ces inégalités, mais parce que parfois, on a conçu des modèles, des programmes en s'appuyant sur des profils très traditionnels, standards, sans tenir compte de certains profils moins traditionnels. Et ces profils moins traditionnels qui sont à la périphérie, parfois vont être l'angle mort et ne vont probablement pas bénéficier, en tout cas, ne seront pas impactés aussi positivement que le profil standard par rapport aux programmes qui sont établis. Et donc, l'idée, c'est de chaque fois voir comment est-ce qu'on pourrait penser des modèles, des programmes en tenant compte de tous les types de publics, en tenant compte du profil standard, mais en tenant compte de tous les autres types de profils, de manière à ce que ce soit le plus inclusif possible et que tous ces publics-là puissent en bénéficier de la même manière et de manière à ce que ça ne crée pas un plus grand écart. Parce que même parfois, on peut se dire, oui, ben, c'est peut-être 10-20% de la population, c'est pas grave. Non, non, même 1%,
c'est important d'être le plus inclusif possible. Parce que le 1 ou 2% qui ne se porte pas bien, comme je disais tout à l'heure, ça peut remettre en question toute la table. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur ces questions-là. Et parce que je crois en ça, je ne vais pas ressentir de la difficulté, de la peine. Je ne vais pas penser que c'est une grosse charge de travailler sur ces questions-là. Donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur l'accompagnement entrepreneurial, mais surtout l'efficacité des stratégies d'accompagnement. Les méthodes qu'on utilise pour accompagner les entrepreneurs, est-ce que ce sont des bonnes méthodes? La façon dont on forme les entrepreneurs, la façon dont on les coach, la façon dont on les mentor. Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que c'est la bonne recette? Est-ce qu'il y a une recette standard? Est-ce que la recette générale que tout le monde connaît, est-ce qu'elle s'applique correctement à tout le monde? Est-ce qu'elle vaut aussi pour les autres? Et puis, les recherches qu'on mène montrent qu'en fait, les recettes standards parfois ne marchent pas pour les autres. Et donc, on travaille dans voir quelle est la façon, quel est le bon dosage, quelle est la bonne recette, quel est le bon mode d'emploi à utiliser pour les autres types de profils. Et quand je parle des autres types de profils, pour être plus précis, je parle en fait des profils Tu lis dans mes sous-représentés. pensées. Je regarde les profils sous-représentés. Les femmes, les jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, des personnes issues des communautés culturelles. Donc, ce sont des personnes qui, oui, dans l'aspect entrepreneurial, en fait, vont vivre des réalités qui sont un peu plus différentes. Donc, c'est pour ça que je mène des projets de recherche sur comment est-ce qu'on peut adapter l'accompagnement entrepreneurial des personnes qui sont issues des communautés culturelles, parce que tout a démontré que ce sont des personnes qui, en fait, ne bénéficient pas correctement du système en place. Pas parce qu'on a voulu les exclure nécessairement, mais parce que la manière dont on l'avait pensé, la manière dont on l'avait conçu ne tenait pas nécessairement compte de ça. Or, de plus en plus, on se retrouve dans une société qui est de plus en plus cosmopolite, multiculturelle. Quand vous avez un Montréalais sur 3 qui est né hors du Canada, ça vous donne une idée de la société qu'on a aujourd'hui. Or, il se trouve que parfois, parce que quelqu'un est venu d'ailleurs, il y a une certaine distance géographique qui crée aussi une distance culturelle, qui fait qu'il n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes us et coutumes et tout. Et donc, quand il arrive dans un système, on a beau l'accompagner sur des aspects techniques, si on n'intègre pas cette autre dimension, parfois l'accompagnement n'ira pas jusqu'au bout et ne produira pas les effets escomptés. Donc, il faut en tenir compte dans la façon de faire. Pareil pour l'entrepreneuriat féminin. Quand on se rend compte qu'il y a une fracture entre le potentiel ou alors le succès entrepreneurial des hommes versus des femmes, alors même qu'au niveau de l'intention entrepreneuriale, au niveau du potentiel, on peut dire qu'on a le même potentiel, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait une fracture au niveau du succès? Alors, quand on identifie qu'en réalité, c'est parce qu'il y a des aspects qui sont reliés, par exemple, aux femmes qui vont parfois se percevoir d'une certaine manière, qui ne vont pas Avoir la vouloir... confiance aussi, oser, Voilà. démarcher, Qui cogner aux même quand on a le portes. potentiel ne vont pas Parce que- vouloir aller plus loin parce qu'elles se disent faut pas qu'on trouve que je suis présomptueuse, faut pas qu'on trouve Ouais, que et je puis là, suis... je suis que mère, alors je dois m'occuper de Ouais. mes enfants. Enfin, Alors tout le donc ça c'est des discours. aspects si on n'en tient pas compte dans l'accompagnement entrepreneurial, ça ne fonctionne. On peut pas juste venir lui dire oui le business model, non, il faut tenir compte de ces autres éléments Oui. profonds qui font en sorte que il peut Ta avoir une mise en œuvre distorsion. de ton business model. Complètement. Ah ouais. Et il y a même la société qui l'entoure. De plus en plus, enfin, pas juste de plus en plus, on a au niveau, si je prends un exemple, c'est dans le financement ou même des investisseurs de l'entrepreneuriat, vous avez des personnes, même dans des sociétés occidentales comme ici, c'est la même chose que dans les pays en développement, hein, c'est juste la proportion qui est différente, mais on a la même tendance. Vous avez par exemple des investisseurs qui vont se dire, OK, telle femme, elle a un beau projet, elle a présenté, tout est structuré, elle sait où elle va, le projet vraiment est en béton, elle a les compétences pour le porter et tout, mais à un moment donné, elle va se dire, bon, c'est bien beau, mais bon, c'est une femme et puis ça a l'air qu'elle va se marier bientôt. Alors qu'elle va se marier, quand elle va accoucher, Qu'est-ce qui va se passer? est-ce qu'elle va vraiment encore bien se concentrer? Malheureusement, il y a des gens qui vont encore penser comme ça et donc qui vont avoir plus de réticence que si c'était un homme, ce qui, de mon point de vue, n'a aucun sens. Mais c'est une réalité. Alors, on ne peut pas non plus dire qu'on va l'accompagner en entrepreneur sans tenir compte de ces réalités-là. Donc, ce sont des paramètres Puis qu'il ce faut... sont des biais qu'on a aussi, nous, en tant que qu'il faut financiers. intérioriser. Enfin, nous, on doit être conscient en tant que minorité, peu importe de notre, de communauté d'inclusion. Mais à l'inverse, les gens doivent aussi comprendre leur réalité et comprendre leurs propres billets. On en a tous des billets. Totalement. On en a tous. Puis de dire, OK, ben moi, j'ai ce billet-là, je dois faire attention parce que quand je parle avec ce genre de personnes-là, ben voilà les questions qui se posent. Complètement. Et il faut le savoir. Et il faut qu'on te prépare à le surpasser. Je vais peut-être prendre un autre exemple sur l'entrepreneuriat féminin dans les pays en développement, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Pour donner 2 exemples simples. Dans ces pays-là, quand on regarde la différence fondamentale entre les hommes et les femmes en affaires, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre 2. Il y a une raison qui est inhérente aux femmes elles-mêmes, une autre raison qui va être inhérente à la société qui les entoure. Prenons la raison inhérente aux femmes.
Très souvent, ces dames vont se dire, bon, écoute, d'abord, je me lance pourquoi? Souvent, elles vont se lancer pour, pas toutes, mais une bonne partie, surtout celles qui sont dans l'informel, vont se lancer parce que je veux compléter le revenu familial. Je veux pouvoir générer un autre niveau Mhm. de revenu pour envoyer mes enfants à l'école, pour mettre la marmite au feu. Et donc, pour elle, une fois qu'elle atteint cet objectif-là, c'est bon. Alors, quand vous lui dites, mais dis donc, je vois ton projet, je vois ton business, mais je vois que ça peut aller loin. On peut Mhm. t'aider à scale up et tout. Et te dit, oh, 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 arrête tout de suite, c'est pas le but. Je dis, mais non, je vois ce que tu fais là. Je pense que tu peux même exporter dans les pays environnants si on développe Mhm. une bonne plateforme et tout. Et dit, wow, ça c'est très bien, mais non, ce pourquoi j'ai lancé, je l'ai. Donc parfois, ils vont pas aller beaucoup plus loin. Donc, c'est important de savoir ça si on veut les accompagner. Si on tient pas, Mhm. si on tient pas comme ça fonctionne pas. Il y a une autre dimension qui est que, parfois, elle va monter son projet et puis elle va se rendre compte que peut-être ça requiert, je donne un exemple, peut-être 2 millions de dollars. Elle ne demandera pas 2 millions de dollars. Elle va dire, bon, peut-être je vais demander quoi, 200 000 d'abord, parce que si je demande 2 millions, on va me dire, bah, dis donc, qu'est-ce que tu es Mhm. présomptueuse, mais qu'est-ce que tu es Mhm. ambitieuse, madame? Mhm. Et tout. Alors que c'est ce que requiert le Le projet. projet. Elle a les compétences pour ça, mais elle va se dire, non, si je demande, ça va être mal perçu, ça va être mal vu, donc on va demander moins. Alors qu'un homme, à sa place, même si c'est pas ce qu'il va en faire, va d'abord demander le montant en question. Donc, dans ce cas, elle va s'auto-limiter. Il y a cette Ouais, auto-limitation dans ouais. plusieurs cas, et Mhm. ça, c'est important d'en tenir compte. Donc, quand on voit ça, je vois pas comment on peut faire un accompagnement entrepreneurial sans inclure des aspects de leadership. C'est important Mhm. d'avoir ces aimants Mhm. pour faire voler en éclats ce blocage. Et il faut enlever ce blocage parce que tant qu'il Qui est est là, intérieur en qui est plus, intérieur, qui est là. Mhm. tant qu'on l'a pas fait, on peut Mhm. parler de tous les business models, plans d'affaires et tout, ça ne Mhm. fonctionnera pas T'as correctement. donné un bon point quand tu parlais des femmes. Ben moi, je veux juste mettre la marmite au feu et puis amener mes enfants à l'éducation. C'est le Bill Bokeh, à l'époque, le premier propriétaire qui avait le potentiel de grandir et qui a dit, ben non, moi, je veux pas plus, en fait. Je suis très content avec ce que j'ai. Puis éventuellement, il a vendu, puis les autres ont fait autre chose. Mais de savoir que moi, ça me suffit parce qu'il y a des gens qui veulent plus. Il y a des gens qui sont corrects avec ce qu'ils ont. Et on dit, hein, pour le bonheur, 75 000 dollars. Quand on a atteint 75 000 dollars, on a le bonheur. L'extra ne donne pas plus de bonheur. Peut-être facilite la vie, mais n'ajoute pas dans ton potentiel bonheur. Donc, c'est ça qu'ils disent dans les chiffres. Après, c'est pas moi qui les a sortis, ces chiffres-là, mais je lis beaucoup parce Et que bon, par contre, je sais pas si c'est 75 000 dollars brut ou non, net. ça, je pourrais pas te Mais c'est vrai dire. quand même qu'économiquement, au-delà d'un certain seuil de revenus, au fond, tout ce qui vient au-delà ne va pas nécessairement, parce que de toute façon, tu vas pas manger 3 baguettes de pain au petit déjeuner. Donc, tu as une Non, capacité gastrique limitée. Donc, tu peux peut-être t'améliorer dans la qualité, mais la quantité. Donc, c'est à un moment donné, ça. des besoins physiques, des besoins matériels sont Mhm, plafonnés. mhm. Donc, à un moment donné, maintenant, peut-être tu peux te dire, bon, j'ai besoin de bien-être, j'ai besoin d'être dans un environnement où des gens sont sérieux, sont gentils et Ouais, autres, mais ouais, tu as exact. d'autres types de besoins. Mais oui, c'est Ou vrai de que, voyager plus. Mais après, c'est aussi, et j'ai été dans cette réflexion-là, tu sais, parce que moi, je suis toute seule dans mon entreprise, je suis incorporée, mais toute seule. Et j'ai eu, OK, c'est quoi le plafond? Et franchement, pour moi, il n'y a pas tant que ça de plafond, mais je sais ce que je fais avec l'extra. L'extra, c'est pour construire des hôpitaux, construire un orphelinat s'il faut, aller chercher quelqu'un d'un autre continent pour le faire venir et lui payer l'éducation jusqu'à la fin. Je sais ce que je vais faire avec cet extra-là. Pour moi, c'est très clair que, tu sais, quand il a, et déjà, je le fais en bénévolat quand je peux, en temps, en heure, où j'essaye d'aider comme je peux déjà aujourd'hui. Mais pour moi, cet extra, c'est là. Après, il y a des gens qui vont en vouloir plus, matériel, etc. Mais c'est toutes des réflexions, je pense, qu'un entrepreneur doit se poser. C'est quoi que tu veux? C'est quoi ton but final? Puis c'est pas ta mission. C'est ta raison d'être. Ça va au-delà, en fait. Je te laisse, vas-y. en France CFA, puisque tu connais bien la zone franc aussi, il y a Oui. une dizaine d'années, économiquement, le calcul qui était fait, c'était autour de 5 millions de francs CFA net. Hmm. On estimait que si tu as une rémunération mensuelle nette autour de 5 millions de francs CFA, normalement, tu devrais avoir la même qualité de vie que celui qui en a pour 10, 15, 20, 50 millions, parce qu'au fond, étant donné que ça couvre les, les besoins, tous les besoins matériels jusqu'à un certain point, au fond, Mhm. tout ce qui peut s'ajouter peut être de raffiner certaines affaires, mais ça ne change plus fondamentalement. Mhm. Alors,
après, on peut jouer sur les chiffres. Aujourd'hui, on peut peut-être parler de 10 millions et tout ça. Je donne un exemple. Mais tout ça pour aller dans ton point, pour dire que oui, effectivement, à un moment donné, il y a des besoins qui sont plafonnés et avoir plus de revenus, avoir plus d'argent en réalité, ce n'est plus ce qui devrait guider une personne. Même si un entrepreneur fait grandir une entreprise, parfois ce n'est plus seulement pour s'enrichir davantage parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le nombre de fois que tu manges par jour, c'est limité. Même le temps que tu as, parfois, tu n'as même pas le temps de faire les 2 ou 3 fois qui sont prescrites. Parfois, Oui. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être guidé par une vision. Donc, quand quelqu'un va aller plus loin, parfois, c'est parce que tu veux créer quelque chose. Tu te dis, j'ai une organisation, elle grandit, elle a 10 employés, elle a 50 employés, donc j'ai 50 personnes, 50 ménages, 50 familles. Que je nourris. Voilà. Et donc, que je peux faire vivre à travers leur contribution à mon entreprise. Et parfois, tu te dis, OK, si je crée une succursale, une filiale internationale, en réalité, c'est l'œuvre que tu es en train d'implanter. Est-ce que ça peut avoir comme répercussion dans ton économie, dans ton pays? Parce que tous ces emplois, le pouvoir d'achat que ça crée, tu te dis, voilà. Donc, à un moment donné, c'est ça qui devrait, à toi, j'espère que c'est ça qui guide certaines personnes à un moment donné, parce que on s'entend que rendu là, tu ne le fais plus nécessairement pour pour des besoins alimentaires, pour parler comme ça. Donc, oui, puis ce que tu laisses quand tu n'es pas là, enfin, on est une enveloppe, moi je dis, on est une lumière, une âme, une énergie infinie dans un corps fini. Donc le corps, il va finir, comme toute ressource. Complètement. Il va finir. Mais ce que tu as implanté, ce que tu as laissé. Le spirituel, ça c'est fort important. Et bon, c'est pour ça, moi je vois ça comme la pyramide de Maslow. Au départ, les gens ont des besoins vraiment primaires, mais à un moment donné, tu as besoin d'accomplissement. Parfois un besoin de reconnaissance, mais à un moment donné, tu as vraiment besoin d'accomplissement, de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lègue, c'est quoi mon legs, qu'est-ce que je vais, c'est quoi la trace que j'aurais laissée ici. À un moment donné, on devrait se soucier beaucoup de ça. Et quand on dit c'est quoi la trace, c'est pas tant que j'aurais été un chef de l'État et puis je rentre, non, même chacun dans ce qu'il fait, chacune dans ce qu'elle fait, c'est quelle est la trace, qu'est-ce que j'aurais fait qui aurait eu une répercussion, qui aurait laissé vraiment quelque chose de significatif pour mes semblables autour de moi. Et ça devrait guider nos pas. J'aime ça. Je sais que tu lis énormément et puis tu écris beaucoup. La vision du futur. T'as certainement déjà, avec en plus l'arrivée de l'IA, qui est le gros, on peut pas l'ignorer, qui est le gros éléphant dans la pièce, j'ai envie de dire. Le game changer. Qui est le game changer pour tout et dans tous les domaines, j'ai envie de dire. C'est quoi qu'on devrait regarder, que ce soit ici et dans notre continent? Concernant l'IA en général, concernant l'IA, mais aussi la vision de ce que tu vois qu'il faudrait qu'on fasse attention éventuellement, qu'on fasse attention, ou des préoccupations que tu as, que tu dis, ça s'en vient incessamment sous peu. Au-delà de l'IA, moi je prendrais toute la sans dimension avoir de boule magique là. Mais ta vision. Bon, au-delà de l'IA, moi j'irais plus largement dans tout ce qui est le numérique, la transition, la transformation numérique. Je pense que ça c'est un domaine qui va davantage s'accélérer. Parce que moi, ma perspective, c'est de voir l'IA comme une des composantes, mais je prends tout l'ensemble. Ça va davantage s'accélérer, mais c'est un des éléments où je pense que le continent peut faire une différence, ou en tout cas peut rattraper un certain retard. Dans ce sens que on a un continent qui est jeune. Et on a des jeunes qui sont très outillés, qui sont très intéressés par la question et puis qui s'y mettent, qui sont très curieux. Et si eux, ils épousent, s'ils embrassent ces enjeux-là, et comme je le vois faire, et j'espère qu'ils vont continuer à le faire, je pense que là, rapidement, on va être capable, à travers la transformation numérique, de réduire rapidement un certain fossé qu'on a accumulé jusqu'ici. Et donc, l'IA là-dessus est une des composantes. Je pense que de plus en plus s'intéresse à comment est-ce qu'on adopte de façon responsable l'outil, mais surtout comment on s'assure de l'entraîner en tenant compte de nos réalités. Parce que la réalité de l'IA, c'est que l'IA, en fait, c'est un outil, c'est un robot qu'on entraîne
avec des données, parce qu'il regarde on lui met un ensemble de données historiques, des données actuelles, dont il va se servir pour prédire un ensemble de choses ou alors pour répondre à un ensemble de questions. Donc, tout dépend de ce qu'on injecte, tout dépend des données qu'on injecte. Qu'on nourrit la bête. Comment est-ce qu'on l'entraîne, avec quoi est-ce qu'on la nourrit, effectivement. Alors, donc, si l'IA est entraînée dans un certain milieu, avec une certaine réalité, il est possible que l'IA creuse encore les cas qu'on a. Tu as déjà sans doute entendu parler dans les 2 dernières années de quelques études qui ont été menées ou quelques simulations qui ont été faites où, par exemple, quand on demandait à l'IA, quand on demandait, par exemple, le profil d'une personne, d'un infirmier, il sortait une femme parce que pour lui, ça ne peut être qu'une femme. Quand on demandait des CEO, il sortait des hommes parce que, bon. Donc, il y a des bons billets déjà, là. Pour lui, un CEO, un PDG, bon, c'est naturellement, si c'est un homme. Si la personne qui l'a entraîné a des billets, voilà. Ben, il a des billets. Donc, tout dépend de qui l'a entraîné, avec quoi on l'a entraîné. Donc, du coup, ça fait qu'il peut alimenter ou bien creuser encore davantage, grossir les biais qui existaient déjà. Parce que lui, il peut amplifier peut-être des biais qui étaient, il peut les... Alors donc, le défi que je vois là-dessus, c'est qu'il va falloir évidemment prendre ce virage parce qu'on peut pas rester en marge de ça. Il faut falloir prendre ce virage, il faut l'adopter, et ces outils-là. Mais il faut surtout s'assurer de les entraîner nous-mêmes, de les contextualiser, en tout cas, de s'y impliquer. On peut pas juste se croiser les bras et puis se servir des IA qui sont basés ailleurs, pour lesquels les serveurs sont basés ailleurs et qui ont été entraînés dans d'autres environnements. C'est ça qui serait le danger. Donc, oui, le principe d'une IA, c'est parfait, mais c'est important d'avoir son IA, c'est presque ou bien d'adopter son IA et puis de l'entraîner. Ouais. Parce que sinon, ça va... En fait, moi, je vois, on est vraiment un carrefour. Soit on adopte ce qui se fait ailleurs sans poser des questions et tout, et puis ça amplifie tout, et puis ça creuse encore le retard que nous avons déjà. Soit on les adopte de façon autonome, on se les approprie, et puis vraiment de l'interne, on essaie de bâtir quelque chose. Et dans ce cas-là, on est capable de faire des progrès fulgurants, vu le dividende démographique, vu la jeunesse. On est dans des pays dont la population double tous les 25 ans. Je pense que ça peut faire une grosse différence. Et à part l'IA, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on doit regarder ou faire attention, selon toi? Bon, là, on parle peut-être des aspects de perspective de développement. Mais quand on parle aussi de perspective de développement, quand on parle de développement, c'est pas juste d'économie. Hein. Moi, dans ma perspective de développement, c'est vraiment comment une société grandit. Il y a des aspects de croissance économique, mais il y a aussi des aspects de société. Et c'est important, il va être important de surveiller un ensemble de conflits, parce que malheureusement sur le continent on a de plus en plus de conflits. Enfin, il y en a toujours, mais c'est toujours fou de voir que les conflits anciens ne sont pas réglés, qu'il y en a d'autres qui naissent. Moi, je pense que ça, c'est un aspect qu'il va falloir surveiller, et de se dire, je ne sais pas comment on va réussir à se dire qu'en fait, entre les pays aujourd'hui, les divisions qu'on a sont seulement des divisions géographiques. Et que même à l'intérieur des pays, d'une région à une autre, d'une ethnie, d'une tribu à une autre, au fond, les limites qui sont là, en fait, sont des limites qui sont, en fait, qui devraient être transcendées. Bien et qu'on devrait regarder un idéal commun au niveau du pays, même d'un point de vue continental, qu'on devrait pouvoir s'arriver sur un ensemble de choses. Je pense que ça va être, ça a toujours été, et puis ça devrait continuer d'être revenir comme c'était avant, en fait, avec, tu sais, il y a moins de frontières et puis une monnaie, et puis on parle de... Ah là, c'est une grosse question. D'éléments fondamentaux une que monnaie, je sais une qu'ils économie. sont en train... Et puis qu'on frappe notre monnaie chez nous. Mais bon, on pourrait en parler des heures. Ça, c'est tout un autre... Mais c'est vrai que c'est une autre grosse question. Mais je vais juste mentionner que oui, il y a peut-être des enjeux monétaires dans certaines régions. Si je prends le cas d'Afrique de l'Ouest, à qui tu penses quand tu dis ça, ou l'Afrique centrale. Exact. Mais non, mais ça devrait aller plus loin. C'est que oui, il y a la question de la monnaie. Parfois, on parle des enjeux de francs CFA et autres. Mais je dirais que ça va plus loin. Ça parle de la responsabilisation des personnes qui sont en situation d'autorité. Ouais. Dans ce sens que les personnes qui arrivent au pouvoir dans un pays, c'est vraiment important. Je pense que l'un des plus gros défis vient de là, doivent savoir qu'elles sont de passage. Quand tu sais que tu es de passage, je vais partir dans 5 ans, je vais partir dans 10 ans, tu t'arranges à faire en sorte que mes 5 ans, mes 10 ans soient vraiment les plus éclatantes possibles, tu y mets du tien. Mais quand tu penses que tu as un titre foncier sur ton pays et que tu es là pour très longtemps, évidemment, tu ne vas pas travailler avec la même habilité, avec la même hargne de
fournir des résultats parce que tu te dis, de toutes les façons, c'est moi aujourd'hui, demain, ça sera moi, après, ça sera toujours moi. Et donc, ça n'amène pas à une perspective d'innovation et tout. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que quand on parle des questions de monnaie et autres, mais c'est aussi important, oui, c'est important d'avoir son autonomie, mais c'est aussi important d'avoir une bonne gouvernance. Parfois, on pense que c'est des mots que non. Les plus gros problèmes qu'on a dans plusieurs pays, avant d'être un problème que c'est une monnaie qui est frappée ailleurs, c'est d'abord des questions budgétaires. Si on n'est pas capable de construire un budget et de le respecter, quand vous ne respectez pas le budget, vous faites quoi? Vous dépensez plus que ce que vous produisez. Et donc, comme il y a des déficits, qu'est-ce que vous faites pour compenser ces déficits? Soit vous endettez, soit vous dites, bon, on va frapper plus de monnaie. Et donc, c'est comme ça que cette monnaie-là perd de sa valeur. Donc, avant d'être une question monétaire, c'est d'abord une question budgétaire. Si on est capable de gérer de façon sérieuse, de façon solide, si on est capable d'avoir des équilibres, en tout cas, d'avoir une rigueur budgétaire, ça va nous éviter un niveau d'endettement ou un niveau de production d'une masse monétaire qui viendra en fait réduire la valeur de notre monnaie. Donc, il y a ces deux dimensions. J'insiste dessus parce qu'en fait, je sais qu'il y a tout un débat, il y a toute une perspective où on laisse entrevoir que le gros problème, c'est seulement parce que la monnaie est tenue par d'autres personnes, elle est frappée ailleurs. Non, au-delà de ça, il y a aussi... Parce qu'en fait, moi, je donne souvent l'exemple, il y a d'autres pays sur le continent qui produisent leur propre monnaie, qui frappent leur propre monnaie, qui sont maîtres de leur propre monnaie, qui ont leur propre banque centrale, qui n'est pas inféodée à des puissances étrangères, mais pour lesquelles la situation n'est pas non plus rose. C'est ça. C'est toujours la raison, le but collectif au final. Donc, faisons un exemple. Regardons des pays, prenons des pays qui ont leur propre monnaie. Vous allez voir, il y en a certains qui prospèrent bien, il y en a qui prospèrent mal, qui prospèrent pas du tout. Regardez le dénominateur commun entre ceux qui prospèrent pas du tout. Vous allez voir qu'en fait, le modèle de gouvernance est défaillant. La rigueur budgétaire, la gestion budgétaire est défaillante. Mais ceux qui prospèrent sont des pays où, oui, effectivement, ils ont le contrôle de leur monnaie, mais il y a un certain niveau de gestion et de gouvernance qui est assez solide. Donc ça fait toute une différence. Pas juste le fait de maîtriser sa propre monnaie. Assurément. Si tu avais la chance de croiser le petit Félix de 7-8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, que la vie est plus compliquée que ça. Non, pas que... Non, je suis bien content de la vie que j'ai eue jusqu'ici et oui, il y a des coups de la vie, des hauts et des bas, mais globalement, non, je suis bien assez satisfait du cours de la vie. Mais au moins une chose, ce serait que grandir, ça vient avec des responsabilités. Tu sais, quand on est plus jeune, on se dit, mais dis donc, les grands, ils ont beaucoup d'avantages, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je dois demander une autorisation. Si je dois aller à l'anniversaire de mon ami, il faut que je le dise 2 mois à l'avance. J'avise et tout. Je donne l'heure, le jour, la date. Et puis, il faut surtout que je sois sage d'ici à là parce que si Genève, mon père, il peut dire, bon, finalement, tu n'iras même plus à la fête et tout et tout. Donc, tu vois ça, tu dis... C'est arrivé, ça aussi? Ah oui, il faut que tu sois sage. Tu dis, bon, je vais gérer à telle fête, on m'a invité, ça commence à 14h, mais à 17h, ça sera terminé, je serai de retour avant la nuit et autres. Et il faut que tu déclares à l'avance et tout. Et surtout, tu dois être sage d'ici à là, parce que à tout moment, même si tu avais dit oui, à tout moment, il peut changer si tu l'as énervé entre-temps. Tout ça pour dire que à ce moment-là, on a le sentiment que les personnes adultes ont beaucoup d'avantages. Elles peuvent aller où elles veulent, comme elles veulent et autres. On s'est dit, je veux être comme ça, je veux grandir. Mais ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en grandissant, oui, tu auras cette illusion de liberté, tu auras cette illusion de possibilité, mais ça vient avec des responsabilités. Exact. Donc, oui, ceux qui avancent, évidemment, il y a ses avantages, mais il faut en tout temps être conscient de ce que ça vient des responsabilités et il faut les assumer. Il faut prendre les deux ensemble. Tu ne prends pas l'un sans l'autre. Donc oui, je dirais au petit Félix que oui, si tu peux, profite bien de tes 8 ans encore parce que quand tu auras 20, il y aura d'autres réalités. Quand tu en auras 30, il y aura plein d'autres réalités. Et puis parfois, tu vas te dire, j'aurais bien aimé être à 8 ans, être insouciant et... mais c'est irréversible. Non, exact. Mais ceci dit, on est content des responsabilités qui viennent avec et on les assume. Mais en fait, c'est notre attitude par rapport à ces responsabilités. C'est là qu'on a du contrôle, je pense. Tu choisis quoi? 3 questions rafales. Tu choisis quoi entre travailler stratégique ou sensibiliser? C'est difficile de choisir entre les deux. Sensibiliser et travailler stratégique... Est-ce que l'un va sans l'autre? Est-ce que les deux sont mutuellement exclusifs?
s'il faut absolument choisir, C'est ta réponse. Il n'y a pas de bien ou de mal. parce que moi, j'ai envie de faire les deux. Alors, J'ai s'il envie vous de plaît. faire l'un dans l'autre. Hmm. Quand tu formes des leaders, tu mises d'abord sur la rigueur comptable ou sur le développement de leur intelligence émotionnelle? Développement de leur intelligence émotionnelle, c'est très important parce qu'en fait, le reste, ce sont des outils. Quand on a de bons outils, bien calibrés, bien paramétrés, en fait, Mm. une partie du travail est faite. Or, le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est le plus important. D'autant plus que, et ça je le dis souvent aux étudiants de première année, d'autant plus qu'en fait, faire la comptabilité, ce n'est pas compter, ce n'est pas décompter, c'est rendre compte. Et Mm. quand on est dans une perspective de rendre compte, il faut tenir compte d'un ensemble de paramètres. Quels sont les intérêts à qui je rends compte? Est-ce que c'est à mes patrons, à mes actionnaires? Est-ce que c'est à l'État? Et en fonction de la pluralité des parties prenantes et de leurs intérêts qui ne sont pas les mêmes. Donc, là, du coup, on sort de juste des chiffres, donc on arrive dans une dimension stratégique qui fait que il faut savoir quelle est l'histoire que racontent les chiffres, quelle est l'histoire qu'on leur fait raconter et tout. Et donc, oui, de ce point de vue-là, c'est important de développer cette intelligence émotionnelle, Mm. pas juste la rigueur. Comment tu appellerais le pont que tu crées entre le Québec et l'Afrique? J'espère que c'est un pont qui va être à la fois durable et bien ancré. C'est un pont, en fait, de, bon, moi, je vais dire de co-construction, co-développement. Et je crois fermement ça, pas juste parce que je viens d'Afrique et puis je vis au Canada, je vis au Québec, mais j'ai toujours pensé que le Canada, le Québec et le Canada en général, en fait, ne profitent pas suffisamment de la position qu'il a et de ce qu'il pourrait faire avec l'Afrique. Moi, j'ai toujours trouvé ça comme étant un gâchis. Dans ce sens que quand on regarde l'Afrique et on regarde le Canada, il y a beaucoup de choses en partage, pas juste les langues, que ce soit le français ou l'anglais. Si on prend les langues, parmi les 54 pays africains, on en a au moins 27 qui ont l'anglais comme langue officielle, langue de travail ou bien langue d'usage. Il y en a au moins 29 qui ont le français comme langue officielle ou langue de partage, langue d'usage. Il y en a qui ont les deux. Au fond, il n'y a que 8 pays qui n'ont ni le français ni l'anglais, dont au moins 46 pays ont quelque chose en commun avec le Canada au niveau de linguistique. Mais au niveau aussi même de la proximité, le Canada a je dis souvent, un préjugé favorable, vu d'Afrique. Les Africains ont un préjugé favorable par rapport au Canada parce qu'ils estiment, à raison ou à tort, ils estiment que c'est un pays qui n'a pas colonisé, c'est un pays qui n'a pas été dans une traite des esclaves et donc si on devait traiter avec le monde occidental, ça c'est un pays qu'on trouverait convivial et autres. Et j'ai toujours pensé qu'avec les tensions qu'il y a aujourd'hui, encore en plus, donc profitant du contexte, où on voit qu'il y a un vrai défiance vis-à-vis de plusieurs nations de l'autre côté de la Méditerranée, donc d'Europe Mhm. occidentale pour être plus précis, j'ai toujours trouvé que le Canada n'en est pas suffisamment. Peut-être parce que jusqu'ici, on regardait les États-Unis pendant longtemps, hein, jusqu'à il y a peut-être 10, 20 ans encore, 86% des échanges étaient avec les États-Unis, donc peut-être parce que ça marchait bien et autres. Donc, je trouve que le Canada ne se tournait pas suffisamment, en tout cas, ne prenait pas de la place qu'il Mhm. devait prendre. Même si je prends seulement un exemple dans l'espace francophone et tout, il y a une place incroyable que le Québec pourrait prendre qu'on ne prend pas suffisamment. Donc, moi, dans mon cas, oui, c'est un hasard que je viens d'Afrique et puis je suis basé au Canada, au Québec et autres. Mais quand je regarde ça et quand je regarde les deux côtés, connaissant les deux côtés de la clôture, ayant Mhm. travaillé et travaillant des deux côtés, je vois qu'est-ce qui peut être fait. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels le Canada a un potentiel incroyable. Le Canada a peut-être des besoins pour lesquels l'Afrique a la solution. Tout comme en Afrique, il y a plusieurs domaines pour lesquels il y a des besoins criards et pour lesquels le Canada a un avantage hautement concurrentiel. Et je pense que c'est important qu'il y ait des connexions. Ben, jusqu'ici, ces connexions n'étaient pas là parce que, oui, il y a une distance géographique, même parfois, moi aussi, comme je disais, une distance culturelle qui fait que très souvent, c'était plus facile de se tourner vers les Américains. On se dit, bah, de toute façon, Mhm.
on est proche, on n'a pas la même culture, mais on se comprend facilement, c'est plus facile de se comprendre, et puis ils nous payent en dollars US, donc c'est magnifique, donc on se casse pas la tête, c'est à côté, c'est à 1 heure de route, et puis à 1 heure d'avion. Jusqu'ici, on pensait comme ça, c'est peut-être ce qui nous a pas permis du point de vue du Canada, de regarder ailleurs. De se diversifier. De se diversifier. Oh, c'était une erreur fatale parce que toi qui es consultant en management, tu sais dans toute organisation que dès que plus de 30%, 40% de tes revenus dépendent d'un seul client, tu es en danger. Oui. Alors, comment ça se fait on soit resté aussi longtemps? Jusqu'à aujourd'hui, on a quasiment encore 75% du commerce qui se fait avec les États-Unis, mais pendant longtemps, c'était autour de 85-86%. Donc, je pense que c'est probablement cette facilité qui faisait qu'on ne regardait pas ailleurs parce qu'on se disait, bon, pourquoi aller loin alors que juste à côté, ça fonctionne bien. Donc, aujourd'hui, en fait, ces ponts-là, c'est vraiment d'essayer de trouver des points d'ancrage qui sont mutuellement bénéfiques. J'insiste là-dessus, mutuellement bénéfiques. Il n'est pas question de charité, de solidarité. Non, il est question de co-développement, de co-construction, de co-création. Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Nous avons des besoins dans certains domaines où on pense que vous, le Canada, vous avez une solution. Vous, au Canada également, vous avez des besoins dans certains domaines où nous, en Afrique, on a la solution. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de façon respectueuse et de façon durable? Et c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques années, que ce soit dans les domaines que je connais bien comme ceux de l'éducation ou dans des domaines comme ceux de l'entrepreneuriat ou des domaines comme ceux de la gouvernance, c'est de voir comment est-ce qu'on connecte ça au maximum. Merci infiniment, Félix, d'être venu au podcast Briller ensemble. Un vrai plaisir de t'avoir reçu. Alors, ça m'a fait plaisir d'être là. Le temps est passé. Ça passe vite. Je réalisais pas que c'était déjà la fin. En bonne compagnie.